Bonjour et bienvenue à la formation Festif et Safe, tout le monde y veille. Donc cette formation s'adresse aux équipes organisatrices de festivals ainsi qu'à leurs bénévoles. Je tiens à préciser que cette formation ne vise pas à vous rendre des intervenants et des intervenantes hors pair. C'est vraiment pour vous donner des notions de base et aussi tout au long de la formation, je vais vous répéter de vous fier aux intervenants et intervenantes qui vont être sur place lors de votre événement ou alors vous fier aux personnes qui organisent l'événement. Donc avant de commencer la formation, j'aimerais juste, vous dire que les sujets abordés pourraient être difficiles, pour certaines personnes d'entre vous. Donc sentez-vous vraiment libre de mettre la formation sur pause ou aussi d'arrêter, la formation. Des numéros d'aide, seront inscrits à la fin de la présentation si vous en ressentez le besoin. Prenez soin de vous, car si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas faire d'intervention adéquate. Donc, je m'appelle Charlotte Agostini, je suis chargée de projet pour la table de concertation féministe Gaspésie les îles de la Madeleine, qui est un organisme régional en défense des droits des femmes. Le projet a vu le jour il y a environ 3 ans, il y a maintenant 3 ans, suite à plusieurs allégations d'agression à caractère sexuel dans des milieux festifs. Donc, Festif et Safe vise vraiment à prévenir les agressions sexuelles, notamment celles réalisées par le biais de l'alcool et des drogues, et les intoxications involontaires dans les festivals et les espaces festifs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Donc, notre approche, on propose vraiment des mesures collectives et individuelles en mettant l'emphase sur le fait que les agressions ne relèvent jamais des victimes. Donc, par exemple, on ne pourrait pas dire que c'est parce qu'une personne est habillée d'une certaine façon qu'elle s'est fait agresser, ou alors c'est parce qu'une personne était intoxiquée qu'elle s'est fait agresser. On met vraiment l'emphase sur le fait que c'est une responsabilité collective d'être des témoins actifs. Pour réaliser ce projet, on collabore avec différents organismes, donc entre autres le Calax La Baume Gaspésie et le Calax L'Espoir des îles de la Madeleine, qui sont deux organismes qui viennent en aide aux victimes d'agressions sexuelles. On collabore aussi avec l'organisme Mi-Chemin, qui est un organisme en dépendance, et la direction de la santé publique. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec les travailleurs et travailleuses de milieu des différentes MRC, qui sont les principales intervenantes en fait sur place lors des événements. L'accompagnement, le projet regroupe plusieurs espaces festifs et festivals qui souhaitent rendre leurs espaces plus sécuritaires pour toutes et tous. Donc l'accompagnement est varié en fonction des besoins des festivals. Durant cette formation, on va aborder plusieurs notions de base. On va parler aussi de situations que vous pourriez observer dans différents milieux, donc que ce soit des festivals, dans un bar ou lors des spectacles. Mais on va commencer par la notion de consentement. Donc, qu'est-ce que le consentement en fait? Que doit-il être? Donc, lors d'une relation entre 2 personnes, que ce soit des bénévoles, des personnes de l'organisation, des festivaliers, festivalières, c'est vraiment important de mettre de l'avant la notion de consentement. Donc, qu'est-ce que le consentement? Donc, le consentement doit en premier être enthousiaste, donc un beau gros oui. On a envie de partager ce moment avec l'autre personne. Il est aussi libre et éclairé, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas être forcé et qu'on sait à quoi on dit oui. Donc c'est sûr que dans des situations où il y a de la consommation d'alcool ou de la consommation de drogue, le consentement peut être un peu teinté. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément, qu'il n'est pas tout à fait libre et éclairé. Mais on veut vraiment s'assurer qu'il le soit, sinon à tout moment on peut renoncer, à ce qu'on souhaitait faire avec cette personne-là. On prend aussi en considération que si une personne est trop intoxiquée pour donner son consentement, la relation n'est pas consentante. Donc le consentement aussi est réversible, donc à tout moment, je peux dire oui à quelque chose et changer d'avis et dire non. Pas besoin de se justifier, c'est tout à fait légitime de changer d'avis. Il est aussi, spécifique et informé, donc c'est-à-dire qu'on, communique avec la personne, à savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec elle, est-ce qu'on veut aller s'embrasser mais pas aller plus loin? Donc c'est vraiment important de communiquer. Je vous parle de tout ça parce qu'en tant qu'équipe bénévole et en tant qu'équipe organisatrice de festival, vous allez avoir des yeux un petit peu partout. Donc ça va vraiment être important d'être à l'affût de situations qui pourraient, ne pas être consentantes. On va voir plus loin un peu des techniques d'intervention qui pourront vous aider si vous êtes témoin de ce genre de situation. Donc on va aborder quelques notions de base en lien avec les infractions à caractère sexuel. Donc bien sûr, au Canada, il y a plusieurs comportements sexuels qui sont interdits par la loi et qui peuvent être dénoncés.
On parle ici d'agression sexuelle, mais pas seulement, on parle aussi de voyeurisme, de partage d'images intimes, de gestes indécents et de nudité. Ça, c'est des, comportements qui vont pas seulement se retrouver dans des milieux festifs, ça peut aussi se retrouver, dans des relations intimes, à l'école ou dans d'autres endroits. Donc c'est vraiment important de savoir que ces comportements-là peuvent être dénoncés. On va aussi, parler du fléau des fausses dénonciations. En fait, lorsqu'on parle, des fausses dénonciations, c'est lorsque, on dit qu'une personne qui a dit qu'elle était victime d'une agression, en fait, elle a menti. C'est vraiment difficile, d'avoir des statistiques par rapport aux agressions à caractère sexuel, mais selon une recherche de Marie-Ève Coton, de toutes les agressions sexuelles non punies par la loi, 1 sur 165 constituerait une fausse allégation. Donc ça veut dire que lorsqu'une personne va venir vous voir, si une personne vient vous voir et vous dit qu'elle a été victime d'une agression, la plupart du temps, ça va être légitime, ça va être vrai. Donc, c'est vraiment important de la croire, de l'accompagner, de ne pas remettre en doute sa parole et vraiment de la référer à des organismes ou à des personnes qui peuvent l'aider. Donc, au niveau des intoxications involontaires, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'intoxication involontaire? C'est lorsqu'une substance va être utilisée comme élément de soumission chimique dans le but d'agresser une personne. Cette substance, on va l'appeler une drogue du viol. On a entendu beaucoup parler du GHB, mais ce n'est pas en fait la substance la plus utilisée lorsqu'on parle d'intoxication involontaire. La substance la plus utilisée, c'est l'alcool. D'où l'importance pour les personnes qui vont travailler au bar d'être à l'affût de comportements problématiques, comme par exemple une personne qui va inciter une autre personne à consommer ou une personne qui va offrir des boissons ou des shooters à une personne déjà intoxiquée. Peu importe la situation, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances, des inconnus, ça ne devrait pas être toléré en fait de inciter des gens à consommer de l'alcool. Sinon, les autres substances utilisées vont être, le GHB, la kétamine et le Rohypnol. Donc, on vient de parler de GHB. Donc, qu'est-ce que le GHB? En fait, c'est un produit liquide, incolore, inodore, qui va être mis dans, les boissons d'autres personnes dans le but d'agresser sexuellement ces personnes-là. Les effets vont ressembler à un état d'ivresse quand même avancé. Donc, il pourrait y avoir une perte de mémoire à court terme, la personne peut se sentir détendue, étourdie, la respiration va ralentir, elle pourrait vomir. Donc c'est toutes vraiment des effets qui pourraient ressembler à un taux d'intoxication à l'alcool élevé. Pour ce qui est, du fentanyl, le fentanyl, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une substance qui est un opioïde qui va être coupé, c'est-à-dire mélangé à d'autres drogues, opioïdes ou non, et qui va se retrouver sous différentes formes. Le fentanyl peut se retrouver dans une grande diversité de drogues. On en a déjà retrouvé, dans du pot, donc vraiment important de faire attention lorsqu'on consomme. Le fentanyl est invisible, inodore et insipide, donc même une très petite quantité peut causer une overdose. Les signes d'une overdose aux opioïdes vont être les suivants. Donc, la personne va respirer lentement ou pas du tout, avoir les lèvres et les ongles bleus, ne pas bouger, s'étouffer, ronfler ou gargouiller, ne pas être réveillé, avoir la peau moite et froide et les pupilles très petites. Donc, si vous voyez une personne qui a ce genre de symptômes, vous pouvez administrer l'analoxone. Donc l'analoxone est un médicament qui va neutraliser temporairement les effets d'une surdose aux opioïdes pendant une durée de 20 à 90 minutes. Lorsqu'on parle d'opioïdes, on parle de fentanyl, d'héroïne, de morphine ou de codéine. Donc comme l'effet est temporaire, c'est vraiment important d'appeler le 911 car si la personne a fait une overdose aux opioïdes et que vous lui administrez l'analoxone, cette personne-là va se réveiller, va sûrement être en panique et pourrait aussi être en manque. Donc c'est vraiment important d'appeler le 911 pour que cette personne-là soit suivie par la suite et accompagnée par, les ambulanciers, ambulancières. Elle est sûre et sans danger, donc c'est-à-dire que même si vous voyez une personne qui a des signes et symptômes d'une overdose aux opioïdes, mais que vous savez pas ce qu'elle a consommé, vous pouvez quand même lui administrer la naloxone. Au pire des cas, ça ne lui fera rien, mais elle n'aura pas d'effet secondaire.
Au Québec, la naloxone est disponible gratuitement et sans ordonnance dans toutes les pharmacies et dans certains établissements de santé. Donc, même si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui consomment, c'est toujours intéressant d'avoir ça sur soi. Lors de votre événement, assurez-vous que l'équipe médicale ait des trousses de naloxone et si vous avez la présence d'intervenants ou d'intervenantes, assurez-vous aussi que ces personnes-là en aient. Vous pouvez trouver sur internet aussi, il y a des petites formations, des vidéos assez courtes qui vous expliquent comment administrer la naloxone. À une époque, la naloxone se présentait sous forme injectable, mais maintenant, c'est plus facile de la trouver sous forme nasale, donc c'est vraiment plus facile d'administrer. Il y a aussi, une loi intéressante, qui s'appelle la loi sur les bons samaritains, en fait, qui va expliquer que si vous êtes dans une situation où il y a une personne qui fait une overdose d'opioïdes et que vous avez en votre possession de la drogue ou alors que vous avez consommé, la police ne peut pas revenir contre vous, heu, parce que vous avez de la drogue sur vous. Donc c'est vraiment pour inciter les personnes à appeler le 911, peu importe la situation. Donc, si vous avez une situation où il y a une personne inconsciente, semi-consciente, que vous avez administré la naloxone, que vous attendez pour le 911, vous pouvez la mettre en position de récupération ou en position latérale de sécurité. Cette position va vraiment faire en sorte que la personne inconsciente va avoir plus de facilité à respirer et que si elle vomit, elle ne s'étouffera pas avec son vomi. Donc, la position, c'est de la mettre sur le côté, la tête légèrement penchée vers l'arrière pour ouvrir ses voies respiratoires. Vous pouvez mettre sa main en dessous de sa tête pour soutenir justement la tête et avancer le genou pour l'empêcher de rouler sur le ventre. Donc là, on a parlé de différentes notions de base. Maintenant, on va se concentrer un peu sur comment intervenir si on est témoin. Témoin en fait d'une situation de harcèlement, de comportement déplacé, d'attouchement, d'agression. Donc c'est vraiment des, petits trucs qui vont vous aider à intervenir. Donc la méthode des 5D a été inventée par un organisme qui s'appelle Right to Be, un organisme aux États-Unis. Donc ça va vraiment nous donner des idées pour, faciliter des interventions. Donc la première méthode, en fait, ça pourrait être de distraire. Donc si vous voyez une altercation entre 2 personnes, une agression entre 2 personnes et que vous, pensez pouvoir identifier la victime, bah, vous pouvez aller vers la victime et juste distraire la situation. Donc même si vous la connaissez pas, vous pouvez inventer des choses comme, dire: «Ah mais ça fait 10 minutes que je te cherche» ou alors demander l'heure ou demander, si, ces personnes-là ont aimé le spectacle. Donc l'objectif, c'est vraiment de couper l'altercation, de séparer les personnes et ensuite de prendre du temps avec la victime. Vous avez aussi l'option de déléguer si vous n'êtes pas à l'aise d'intervenir, ce qui est tout à fait légitime. Encore une fois, écoutez-vous. Vous pouvez, aller voir une personne de confiance, lui parler de la situation et voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc vous pouvez aller chercher une personne de la sécurité, des intervenantes sur place ou des bénévoles. Donc vraiment, allez les voir puis, regardez ensemble qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous avez aussi l'option de différer l'intervention ou de dialoguer. Donc là, c'est, lorsque l'altercation est terminée, que la victime se retrouve seule. Si elle est seule, ça serait vraiment important d'aller la voir et de voir avec elle qu'est-ce qu'elle veut faire pour la suite. De voir comment elle se sent, est-ce qu'elle veut qu'on appelle la police? Vraiment de l'écouter, de la soutenir et de voir avec elle, c'est ça, qu'est-ce qu'elle veut faire pour la suite. Sinon, vous avez aussi l'option de documenter. Ça, c'est lorsque, par exemple, il y a une agression entre 2 personnes, qu'il y a déjà une personne qui intervient pour essayer de séparer, les 2 personnes. Vous pouvez, sortir votre téléphone, commencer à enregistrer, noter le nom des personnes qui étaient présentes, noter les lieux, noter des informations, en fait, pour que la victime puisse avoir du matériel si elle veut, intenter, des poursuites. Ça, c'est vraiment, des outils que vous pouvez, avoir dans votre téléphone, mais qui va être très important d'aller voir la victime après pour lui dire: «Écoute, j'ai ces vidéos-là, j'ai ces informations-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec elles?» C'est très possible que la victime vous dise
«Ah ben, je veux pas les avoir» ou alors, «Supprime-la» ou alors «Envoie-les-moi, mais j'aimerais ça que tu les supprimes». Il faut vraiment, être à l'écoute de ce que la victime veut. Donc si elle veut avoir les informations, mais qu'elle veut que vous les supprimiez, il faut les supprimer. Et il ne faut pas non plus les mettre sur les réseaux sociaux. Sinon, vous avez aussi l'option de diriger, qui est une technique d'intervention qui est plus, sur la confrontation. C'est pas une technique que je recommanderais forcément. Je pense que ça peut être pertinent à utiliser dans certaines situations. Par exemple, si vous connaissez la personne qui agresse. En fait, diriger, c'est vraiment d'aller voir la personne qui agresse pour lui dire que ce qu'il fait, nommer en fait les comportements problématiques, lui dire que ce qu'il fait, on ne tolère pas ça à notre événement. Mais ça peut créer aussi des situations ça peut créer des situations plus difficiles si vous n'êtes pas à l'aise. Vraiment, ce n'est peut-être pas la bonne façon d'intervenir pour vous, mais ça peut être intéressant si vous connaissez la personne. Donc attention, respectez vos limites et ne vous mettez pas en danger. Prenez soin de vous encore une fois. Si vous n'êtes pas à l'aise d'intervenir, c'est tout à fait légitime. Allez voir une autre personne, une personne de confiance et n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès des intervenants, intervenantes et des organisateurs et organisatrices de votre événement. Donc là, ça va être vraiment de s'assurer avec toute votre équipe s'il y a des intervenants, intervenantes festifs et safe. S'il n'y en a pas, vous pouvez toujours vous référer aux équipes de sécurité ou alors à l'équipe médicale et aux organisateurs et organisatrices de festivals. Donc, comment accueillir une victime? Donc, on va prendre l'exemple que s'il y a une personne qui vient vous voir et qu'elle vous a dit qu'elle a été victime, comment l'accueillir? Comment l'accompagner? Donc la première chose, c'est vraiment de croire ce qu'elle vous dit. Comme je l'ai dit plus tôt, la plupart des agressions à caractère sexuel sont véridiques. Donc c'est vraiment important de ne pas remettre en cause, sa parole. Soyez aussi à l'écoute et soyez solidaire. Donc dites-lui que vous êtes là pour elle, que vous êtes là pour l'écouter, pour la soutenir et accompagnez-la dans tout son processus. Vous pouvez lui proposer de se mettre en sécurité. Donc, si vous avez un safe space ou un espace sécuritaire dans votre événement, vous pouvez la référer à cet endroit-là, l'amener à cet endroit-là. Sinon, vous pouvez toujours utiliser la tente de l'équipe médicale ou tout autre endroit calme. Ne la laissez pas seule. Donc, si par exemple vous êtes attendu quelque part ou vous avez une tâche à faire, ne la laissez pas seule. Référez-la à une personne de confiance ou alors à l'équipe médicale ou alors aux intervenants et aux intervenantes sur place. Parce que lorsqu'on a été victime d'une agression à caractère sexuel, on peut être quand même déboussolé, en panique. Donc, c'est vraiment important de assurer une continuité. Proposez-lui des options et informez-la des ressources disponibles. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire par la suite? Est-ce qu'elle veut appeler, le 911? Est-ce qu'elle veut, avoir des numéros de téléphone de ressources comme par exemple le Calax? Est-ce qu'elle veut parler à des intervenantes sur place? Donc c'est vraiment de lui montrer un éventail d'options. Laissez-lui vraiment le temps de, déterminer en fait de ce qu'elle veut et référez-la aux bonnes ressources. Prévenez une personne de son entourage. Donc, si elle est, seule à l'événement, vous pouvez lui demander si elle a envie d'appeler une personne de confiance pour que, cette personne-là soit au courant de ce qui s'est passé. C'est sûr que lors d'un événement comme ça, d'une agression à caractère sexuel, même si on a du soutien lors de l'événement, après, lorsqu'on rentre chez soi et que personne n'est au courant, ça peut être difficile d'en parler et on peut, sentir beaucoup de solitude. Là aussi, il faut, voir en fonction de ce qu'elle désire. Peut-être que la personne ne voudra pas parler à une personne de son entourage et il faut respecter son choix. Ne lui forcez pas non plus la main à dénoncer. Dans des petits environnements comme chez nous en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, tout le monde se connaît. Ça peut être difficile de dénoncer, ça peut créer beaucoup d'isolement. Donc c'est vraiment important de ne pas lui forcer la main, de lui laisser le temps aussi de réfléchir et peut-être que, même si sur le coup elle n'a pas envie de dénoncer, peut-être que plus tard elle le voudra.
Donc vraiment, en fait, ce qu'il faut faire si vous êtes, s'il y a une victime, une personne qui vient vous voir et qui vous dit qu'elle a été victime d'une agression à caractère sexuel, c'est vraiment de la croire, de prendre le temps avec elle de discuter, de ne pas paniquer, de lui informer des ressources et de vraiment ne pas lui forcer la main à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Lorsqu'on a été victime d'une agression à caractère sexuel, c'est déjà comme si on se faisait un peu déposséder de son corps. Donc si on se fait déposséder de ses actions, de ce qu'on veut faire, ça peut aussi aggraver la situation. Aussi, si vous êtes, s'il y a une victime qui vient vous voir, parlez du problème aux intervenants et aux intervenantes sur place et aux organisateurs et organisatrices de votre événement. Donc, quelles mesures peuvent être mises en place à votre événement? Donc, en fait, référez-vous aux intervenants et intervenantes de votre région et aux organisateurs et organisatrices de votre événement pour savoir qu'est-ce qui est mis en place lors de votre festival ou de votre spectacle ou quoi que ce soit. Plusieurs options s'offrent à vous. Donc, en premier, vous pourriez avoir un espace sécuritaire, un safe space, qui est une tente, en fait, qui va permettre à toute personne qui en ressent le besoin de s'éloigner de la foule et de parler ou non à des intervenants et intervenantes. Donc, que ce soit parce que la personne a vécu une agression à caractère sexuel dans la foule, que ce soit parce que la personne a vécu une crise de panique, ou encore parce qu'elle a trop consommé, cet espace-là est vraiment utilisé pour prendre un moment, à l'extérieur, de tout le bruit et de pouvoir parler avec des intervenants et intervenantes. Vous avez aussi l'option d'avoir des protecteurs à verre. Donc, qu'est-ce qu'un protecteur à verre? En fait, c'est un outil qu'on va mettre par-dessus, notre verre ou notre canette pour empêcher les intoxications involontaires. Il y a plusieurs points de vue par rapport à cet outil. Il y a des gens qui apprécient beaucoup, mais il y a aussi le point de vue que ça met beaucoup l'emphase sur les victimes, la responsabilité, en fait, sur les victimes de protéger leur verre. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès des intervenants, intervenantes de votre région si vous pouvez avoir ce type de matériel. Aussi, on vous recommande fortement d'afficher et de faire des communications en lien avec le projet Festif et Safe. Donc, annoncez vos couleurs. Ici, c'est tolérance zéro pour les agressions. Sur notre site internet, vous avez tous les différents visuels que vous pouvez imprimer en français et en anglais. Soit les imprimer pour en avoir sur votre site, sur le site du festival, soit les publier sur vos réseaux sociaux. Donc la trousse de naloxone aussi, assurez-vous que vous en ayez plusieurs. Donc assurez-vous soit que l'équipe médicale en ait, soit que les intervenants, intervenantes, si vous en avez, s'il y a des intervenantes présentes lors de votre événement, assurez-vous que vous ayez des trousses de naloxone. Et aussi, référez-vous à vos alliés, donc aux personnes de confiance, aux bénévoles, à l'équipe organisatrice, à l'équipe d'intervention si vous en avez une sur le terrain, au personnel de sécurité, au personnel de premiers soins et à la SQ. C'est toutes des personnes qui peuvent vous aider si vous êtes témoin, si vous êtes victime. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces personnes-là si vous avez besoin de parler. Donc voici ici 2 numéros de téléphone, donc des Calax, du Calax La Baume, Gaspésie et du Calax L'Espoir des Îles qui sont, comme je l'ai dit, plutôt des organismes qui viennent en aide aux personnes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Donc n'hésitez pas à les appeler si vous avez besoin de parler ou si vous avez besoin de soutien. Donc merci tout le monde pour cette formation. J'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si vous voulez me contacter, mon adresse courriel est indiquée dans la boîte à outils, dans plusieurs documents. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un excellent événement. Faites attention à vous, faites attention aux personnes autour de vous et je vous souhaite une bonne journée. Merci.